Que se passerait-il si l'homme venait à disparaître de la surface de la Terre? Car cela pourrait bien être le sort qui attend notre planète. Ceci n'est pas le récit de la façon dont nous pourrions disparaître, mais de ce qu'il adviendrait de notre planète si nous ne l'habitions plus. L'hypothèse de la disparition des hommes peut sembler relever de la science-fiction. Mais un jour viendra où l'homme aura totalement disparu de la surface de la Terre. Pas besoin d'avoir une imagination débordante pour penser que les humains disparaîtront un jour de la Terre. De tout temps, l'homme a été hanté par des scénarios d'Armageddon ou d'Apocalypse. Mais nous sommes la première génération à pouvoir, par nos actions, causer notre propre perte. Que deviendrait la planète si les êtres humains disparaissaient? Nous sommes angoissés par l'idée de notre mort prochaine. On se demande comment les autres réagiraient. Comment feront-ils quand je ne serai plus là? Que deviendra la Terre après ma mort? C'est la question la plus naturelle du monde. Notre dernière heure a sonné. Le règne de l'homme sur Terre touche à sa fin. Bienvenue sur Terre. Population humaine, 0. Quelques heures à peine après notre disparition, les lumières commencent à s'éteindre un peu partout à travers le globe. Plus de 70% de l'électricité produite aux États-Unis provient de la combustion d'énergie fossile. Les centrales vont continuer à produire de l'électricité tout le temps qu'il faudra au combustible pour se consumer. Si personne n'est là pour alimenter les centrales électriques, les lumières ne tarderont pas à s'éteindre dans toutes les villes du monde. Il y a très peu de chances que les centrales nucléaires tombent en panne. Un réacteur moyen contient suffisamment de carburant pour pouvoir fonctionner pendant au moins 2 ans. Mais sans humains pour utiliser l'énergie produite par la centrale nucléaire, il ne faudra sans doute pas plus de 2 jours pour que les réacteurs s'arrêtent et se mettent en mode sécurité. Même l'énergie éolienne ne durera pas éternellement. Les turbines ont besoin d'être entretenues et lubrifiées pour fonctionner correctement. S'il n'y a personne pour entretenir les turbines, il n'y a pas d'électricité. Les centrales électriques s'arrêtent les unes après les autres, entraînant des défaillances en cascade partout à travers le monde. Au bout de quelques semaines, la planète est plongée dans le noir complet. Du jamais vu depuis que les hommes préhistoriques se sont regroupés autour de leur premier feu de camp. La dernière lueur artificielle sur Terre proviendra sans doute du sud-ouest américain. La puissante centrale hydraulique du barrage Hoover ne pâtirait absolument pas de l'absence des humains. La centrale dispose d'une source d'énergie quasi illimitée. La centrale fonctionne grâce à l'énergie produite par l'eau du lac Mead, située en amont du barrage.
Alors, tant qu'il y a de l'eau dans le réservoir, elle peut continuer à fonctionner. L'eau du lac alimente les générateurs à turbines hydrauliques. Ces générateurs fonctionnent de manière totalement autonome, du moins tant qu'il n'y a pas de problème technique. Imaginons que mon équipe et moi, on doive quitter le barrage Hoover ce soir et ne jamais revenir. Comme la centrale est en bon état, elle pourrait sans problème continuer à fonctionner sans nous. La centrale continuerait à fonctionner après une semaine, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Si les hommes venaient à disparaître, il est tout à fait probable que la centrale Hoover soit l'une des dernières centrales encore en fonctionnement. Alors que les centrales s'arrêtent les unes après les autres, d'autres systèmes commencent eux aussi à tomber en panne. La plupart des grandes villes sont construites sur un réseau complexe de tunnels souterrains, que ce soit des canalisations d'égouts, des tunnels servant à faire passer des câbles, ou bien, dans le cas des villes plus importantes, des lignes de métro. La plupart de ces tunnels sont situés en dessous des nappes phréatiques. Pour éviter tout risque d'inondation, on a mis au point un système de pompe afin d'évacuer l'eau. Dans les tunnels du métro de New York, plus de 700 pompes évacuent chaque jour près de 50 millions de litres d'eau. Si tous ces gens n'étaient pas là, il n'y aurait personne pour mettre en marche les pompes. Dans le cas de New York, les tunnels seraient inondés en moins de 36 heures. À la surface, les fruits et légumes pourrissent dans les rayons des supermarchés. Dans les réfrigérateurs, la nourriture est dans un état de décomposition avancé. L'eau qui coule des congélateurs éteints offre, du moins temporairement, une bouée de sauvetage aux animaux domestiques que nous avons laissés derrière nous. Qu'adviendra-t-il de nos animaux de compagnie une fois qu'il n'y aura plus un seul humain pour s'occuper d'eux? Au début, ça risque d'être l'hécatombe parmi les chiens. Dès l'instant où les humains disparaissent, ils ne produisent plus les déchets dont se nourrissent les chiens. Un chien est incapable d'ouvrir une boîte de conserve ou un réfrigérateur. Or, il devra sortir coûte que coûte. S'il veut avoir une chance de survivre, le chien va devoir sortir de la maison. Sinon, c'est la mort assurée. Une fois dehors, il va devoir trouver rapidement de quoi manger. Les chiens s'échappent en sautant par la fenêtre. Une fois dehors, ils se retrouvent dans un environnement complètement nouveau. Ils vont commencer par se jeter sur les cadavres qui jonchent les rues. On estime à 400 millions le nombre de chiens à travers le monde, appartenant à près de 300 races différentes. Mais rares sont celles qui pourraient survivre dans un monde sans hommes. Les petits chiens ne tiendraient probablement pas plus d'une semaine sans nous. Les petits chiens n'auraient sans doute pas leur place sur Terre. Les canidés sont des animaux très compétitifs. Au sommet de la hiérarchie, on retrouve les loups. Viennent ensuite les coyotes, puis les renards. On peut imaginer que ce système s'appliquerait aussi aux chiens domestiques. Dans le passé, les hommes ont cherché à créer de nouvelles races canines. Ces chiens se retrouveraient tout à coup désavantagés dans la lutte pour la survie. Ce serait le cas notamment des chiens avec les pattes très courtes, avec un museau très court ou au contraire très long. Je pense que tous ces chiens seraient condamnés.
Ils ne seraient pas capables de faire de grands déplacements et d'explorer les environs à la recherche de nourriture. Je pense que les chiens, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, auraient les meilleures chances de survie. Ils auraient des chances de survie à long terme, mais ça risque de ne pas être beau à voir. Les survivants cherchent à s'imposer dans la nouvelle hiérarchie. Pendant ce temps-là, les rongeurs nuisibles qui se terrent dans nos habitations commencent à se rendre compte de notre absence. On pourrait penser que les rats et les souris domestiques n'auraient aucun mal à survivre en notre absence. Mais il s'avère que ces petites bêtes sont très dépendantes de nos réserves de nourriture. Les rats et les souris sont souvent qualifiés de rongeurs commensaux. Autrement dit, ce sont des animaux qui se nourrissent aux dépens des autres. Ils sont très dépendants des hommes. La souris domestique et le rat d'égout sont de parfaits exemples d'animaux qui s'en sortiraient moins bien si l'homme venait à disparaître. Dans les premières semaines suivant la disparition de l'être humain, les rongeurs vont commencer par s'attaquer aux garde-manger de nos habitations et aux rayons des épiceries. Après avoir épuisé ces réserves de nourriture, ils survivront en se nourrissant de carton, de tissus et de colle. Je pense que si les villes étaient totalement vidées de leurs habitants, les rats seraient obligés de gagner honnêtement leur vie. Autrement dit, ils seraient obligés de retourner dans la nature et de se battre pour leur nourriture. Les rongeurs seraient obligés au bout d'un moment d'abandonner les maisons. Ils deviendraient alors des proies faciles pour leurs prédateurs. Les rats et les souris parviendraient sûrement à survivre, mais leur nombre risquerait de diminuer très fortement. Six mois après la disparition des humains, les zones urbaines commencent peu à peu à retourner à l'état sauvage. En l'absence d'humains, les prédateurs prendraient très vite d'assaut les villes. Nous avons tout fait pour les chasser des zones urbaines et pour les tuer. Mais une fois l'homme parti, les prédateurs reviendraient très vite occuper les villes. Les petits prédateurs, comme les coyotes et les lynx, ont toujours vécu en bordure des villes. Ils seraient les premiers à venir occuper les banlieues désertées. Les grands carnivores vont devoir attendre un peu plus longtemps, le temps que le milieu soit capable de fournir une nourriture suffisante pour satisfaire leur appétit. Mais rapidement, de gros carnivores devraient transformer nos jardins en terrain de chasse. Cela fait maintenant 1 an que les humains ont disparu de la surface de la Terre. Les vestiges des villes perdurent, mais peu à peu, la nature reprend ses droits. En l'absence d'humains, il faudrait s'attendre à un grand bouleversement physique. Les parkings et les routes deviendraient tout à coup des oasis de végétation. Partout où il y a du soleil, on devrait voir pousser des plantes. Au fil des ans, de petites graines vont se retrouver coincées dans les fissures du terrain. Et peu à peu, la végétation va s'installer. Les plantes sont vraiment extraordinaires. Elles peuvent tout détruire en l'espace de quelques années à peine. Sans humains pour les arracher, les mauvaises herbes comme le pissenlit en profitent pour s'infiltrer dans la moindre fissure de la chaussée. En mourant, les mauvaises herbes se mélangent à la mousse et au lichen pour former une couche de terre. Ce sol est très pauvre en nutriments. Seules les plantes comme le trèfle, capables de capter l'azote atmosphérique, pourraient s'y installer dans un premier temps. Les herbes folles ont envahi ces jardins autrefois si bien entretenus. Des cerfs de Virginie fouillent le sol à la recherche de nourriture. Les animaux sauvages commencent à prendre leur marque dans les villes abandonnées.
La domination de l'homme sur la nature s'est révélée bien fragile. Peut-être n'aurions-nous pas dû ignorer les quelques signes avant-coureurs de notre vulnérabilité. Cet arbre que vous voyez là s'appelle un élanthe. Ces arbres aiment bien s'enraciner dans des zones assez inhospitalières, comme les fissures des bâtiments. Mais ce n'est pas bon pour les bâtiments. En poussant, les racines endommagent gravement les façades, qui finissent par s'écrouler. Lorsqu'il y a plusieurs plants d'élanthe sur une même façade, cela peut provoquer de gros dégâts. Face aux forces de la nature, même les superstructures construites par l'homme, comme la centrale du barrage Hoover, ne peuvent que s'incliner. Pour domestiquer le fleuve, pas moins de 21 000 hommes et 5 années de travail acharné ont été nécessaires. Un an après l'extinction de la race humaine, les 17 générateurs de la centrale, qui semblaient jusqu'alors indestructibles, sont sur le point de succomber à un organisme pas plus grand que l'ongle du pouce. Le lac, situé en amont du barrage, est infesté par une espèce de mollusque appelé moule kaga. Ce terrible envahisseur est originaire d'Europe de l'Est. Il n'a aucun prédateur naturel en Amérique du Nord, en dehors des humains qui passent leur temps à l'enlever des grilles et des tuyaux où il se fixe. Les moules se fixent à la paroi intérieure des tuyaux. Ces mollusques se multiplient à vitesse grand V. Ils s'empilent les uns au-dessus des autres et finissent par boucher entièrement le tuyau. Les petits tuyaux qui servent à transporter l'eau de refroidissement jusqu'au générateur du barrage Hoover constituent un environnement idéal pour ces mollusques. Sans humains pour les retirer, les moules kagas se développent comme un cancer. Ces moules pourraient très bien boucher les tuyaux de refroidissement, ce qui entraînerait une surchauffe des générateurs. Le générateur est muni d'un système automatique de contrôle. En cas de surchauffe, le système provoque son arrêt immédiat. Tous les générateurs du barrage Hoover finiraient par tomber en panne les uns après les autres, et la centrale s'arrêterait. À Las Vegas, les dernières lueurs de lumière artificielle laissent place à l'obscurité la plus totale. Depuis l'arrêt des générateurs, plus une seule goutte d'eau ne franchit le barrage Hoover. Le fleuve Colorado, situé en aval, commence à s'assécher. En amont du barrage, l'eau ne peut plus s'écouler. Le niveau du lac Mead monte. Le lac Mead va continuer à monter et l'eau va finir par déborder dans les canaux de déversement situés de part et d'autre du barrage. La nature reprend finalement ses droits sur Terre. Maintenant que les hommes ne sont plus là pour combattre les flammes, de terribles incendies provoqués par la foudre ravagent des villes entières. Les bâtiments abandonnés, les herbes folles et les débris constituent un combustible de choix pour les flammes. Chicago est en feu. À San Francisco, les maisons en bois de style victorien brûlent comme du petit bois. Comme du temps de Néron, la ville de Rome est à nouveau ravagée par les incendies. Des bâtiments entiers sont réduits en cendres. Les charpentes calcinées libèrent des éléments nutritifs dans le sol, fournissant ainsi l'azote nécessaire aux plantes pour pousser et proliférer.
5 ans ont passé depuis la disparition de l'espèce humaine. Les routes ont disparu sous un tapis de verdure qui grignote chaque jour un peu plus de terrain. Rien ne peut stopper la marche en avant de la nature. Les grilles de Buckingham Palace à Londres sont couvertes de vignes vierges et de mousse. À Moscou, la place rouge a viré au vert. La nature va très vite reprendre possession de la Terre. Ces marches ont été nettoyées il y a seulement 18 mois. Si on revenait dans 18 mois, on aurait du mal à les trouver. Et dans 5 ans, ça serait quasiment impossible. La domination de l'homme sur la nature n'a jamais été qu'une illusion. Les temples d'Angkor au Cambodge ont été abandonnés au cours du XVe siècle. Les arbres ont poussé sur les pierres, les emprisonnant dans leurs racines. Privées de leurs armées de jardiniers et de réparateurs, les villes modernes sont désormais soumises aux caprices de la nature. À New York, les pelouses de Central Park sont parsemées de petits arbres. Après 5 ans sans présence humaine, Central Park ressemble plus à une forêt qu'à un parc. Central Park va devenir une véritable jungle. Les arbres et les mauvaises herbes vont pousser de manière anarchique. Les animaux et les plantes déjà présents dans le parc vont se multiplier à toute vitesse et commencer à envahir les rues de la ville. Le scénario est le même dans la capitale, Washington. Les monuments sont recouverts par la verdure. Ce qui était autrefois le National Mall résonne aujourd'hui des bruits de la jungle. Le destin des animaux des zoos constitue une véritable inconnue. Tout dépend de leur capacité à sortir de leur cage. Cela change considérablement la donne. On parle ici de lions ou de tigres. Ces animaux n'auraient absolument aucun mal à survivre après l'extinction de la race humaine. Ils s'en sortiraient mieux dans les régions du sud qu'à Washington. Mais ces animaux seraient tout à fait capables de trouver des moyens de subsistance. Les animaux des zoos représentent peut-être la grande inconnue, mais il y a des choses dont nous sommes sûrs quant à l'évolution de la vie 20 ans après la disparition de l'homme. Car il existe un endroit sur Terre où ce scénario s'est déjà produit. Voilà 20 ans que les hommes ont déserté cet endroit. Sans personne pour repeindre les façades ou colmater les fissures, les bâtiments en béton vont bientôt s'écrouler. En raison du manque d'entretien, les villes ressemblent de plus en plus à des villes fantômes. Les animaux qui autrefois évitaient tout contact avec les humains reviennent occuper les bâtiments délabrés. Comment le savons-nous? Parce qu'il existe un endroit sur Terre où ce scénario s'est déjà produit. Nous sommes sur la place centrale de Pripyat en Ukraine. Cette ville de l'ex-Union soviétique était autrefois à la pointe de la modernité. La ville a été désertée depuis plus de 30 ans. En voyant ça, on comprend mieux ce qui se passerait si les humains étaient soudain rayés de la carte. La ville de Pripyat a été évacuée après l'accident nucléaire de Tchernobyl. En l'espace d'une nuit, la ville s'est entièrement vidée de ses 50 000 habitants et s'est transformée en ville fantôme.
Les salles de classe, ensevelies sous une épaisse couche de poussière, sont toujours dans l'état où les élèves les ont laissées il y a 20 ans. La végétation a envahi et éventré les bâtiments. Un parc d'attractions dont l'ouverture était programmée 4 jours après l'accident n'aura jamais accueilli aucun visiteur. La grande roue est rongée par la rouille. Les autotamponneuses sont figées à jamais. La ville de Pripyat constitue une opportunité rare de voir ce que deviendrait une ville si les hommes venaient à disparaître. Mon compteur GGR indique qu'on ne risque absolument rien ici. Les niveaux de radiation ne sont pas très élevés. Mais ces bâtiments ont dépassé le point de non-retour. Nous sommes dans ce qui était autrefois le centre culturel de Pripyat. C'est ici que les gens se retrouvaient pour les fêtes, les bals. Les gens venaient ici pour écouter de la musique ou danser. Il y avait même une scène pour les spectacles. Mais après avoir été soumis pendant 20 ans aux caprices de la nature, il ne reste plus que des ruines. Cette façade de style soviétique peut sembler imposante. Mais elle ne fait pas le poids face aux rudes hivers ukrainiens. La température descend souvent en dessous de 0. L'eau accumulée dans les fissures se dilate. Sous l'effet de la pression, les murs s'écartent. La végétation pousse de manière anarchique. Des racines ont envahi les fondations et les marches d'escalier. En se gorgeant d'humidité, les racines augmentent de volume. Elles fonctionnent comme de petits vérins hydrauliques qui, avec le temps, finissent par repousser les murs. Et ça ne fait que 30 ans. Imaginez un peu l'état de cette ville dans 200 ans. Après l'accident nucléaire, les scientifiques craignent le pire pour la faune et la flore locale. La plupart des arbres se situant dans un rayon de 2,5 km autour de la centrale nucléaire ont été tués par les radiations. De nombreux animaux ont trouvé la mort. Mais bizarrement, l'absence de présence humaine depuis maintenant 30 ans semble avoir compensé les dégâts provoqués initialement par l'accident nucléaire. Voici la forêt rouge. Cette zone a été durement touchée par les radiations après la catastrophe de Tchernobyl. Les arbres que vous voyez autour de moi ont été tués par les radiations. Les niveaux de radioactivité ont suffi à tuer toute la faune et la flore des environs. Mais depuis, on assiste à une régénération de la faune et de la flore. Pour vous donner un exemple de cette régénération, regardez les bois de ce cerf. Il s'agit manifestement d'un animal costaud et en pleine santé. Les cerfs sont très rares dans cette région. La zone autour de la centrale de Tchernobyl est le seul endroit où l'on en trouve encore. Ces bois abritent aussi des sangliers. Ils sont 10 à 15 fois plus nombreux ici qu'en dehors de la zone. Voici la crèche du village de Kopachi, non loin de la centrale de Tchernobyl. Les enfants venaient ici pendant que leurs parents étaient au travail. Mais depuis cette nuit d'avril 1986, ils ne sont plus jamais revenus.
Cette pièce servait autrefois de dortoir. C'est ici que les enfants faisaient la sieste. Maintenant, cet endroit est désespérément vide. Toutes les fenêtres sont cassées. Mais il y a toujours de la vie ici. Les oiseaux ont l'habitude de venir ici et de se percher sur les bords de fenêtres. On a trouvé des preuves de la présence d'une chouette. Les chouettes régurgitent leur nourriture. Or, il y a des boulettes de poils, d'os et de plumes. De toute évidence, la chouette aime bien venir se percher sur cette fenêtre. Il y a toujours de la vie entre ces murs. Les arbres, qui se sont montrés particulièrement vulnérables aux retombées radioactives, ont finalement trouvé refuge dans la zone d'évacuation. Je me trouve dans le stade de foot de Pripyat. Il y a 20 ans, des centaines de personnes venaient ici pour encourager leur équipe favorite. Ces gradins devaient résonner des rires et des cris de la foule. 20 ans après, il n'y a plus rien. Le terrain de foot a beaucoup changé. Aujourd'hui, il ressemble davantage à ce qu'il était il y a plusieurs siècles. Autrement dit, à une forêt de feuillus et de conifères. J'ai grandi dans une ville comme celle-ci. Petit, j'adorais faire un tour dans les autotamponneuses. C'était à l'autre bout du monde. C'est triste quand on voit ce qu'est devenue cette jolie ville de Pripyat. Plus personne ne vivra jamais ici. Mais cette histoire comporte aussi un aspect beaucoup plus positif. On se rend compte que la vie a beaucoup plus de ressources qu'on ne le pensait. La vie continue même après la disparition de l'homme. Nous avons laissé un héritage. Nous avons marqué le monde de notre empreinte. Et même si nous disparaissons un jour, notre héritage sera toujours là. L'homme a disparu depuis maintenant 25 ans. Dans les campagnes, la nature commence peu à peu à effacer toute trace de présence humaine. Des hordes de chiens sauvages errent dans les villes abandonnées à la recherche de nourriture. Dans certaines grandes villes, il devient de plus en plus difficile de trouver de la terre ferme. Du temps des humains, la ville de Londres était protégée des grandes marées par un système de digues mobiles. En cas de tempête, ces digues permettaient d'éviter que l'eau de la mer du Nord s'engouffre dans la Tamise. Sans humains pour faire fonctionner le barrage, la ville de Londres se retrouve sans défense. Amsterdam, situé sous le niveau de la mer, est confronté au même problème. Dans ce building de New York, plusieurs vitres brisées sont sorties de leur cadre. D'autres fenêtres menacent de tomber. Après un quart de siècle d'exposition à l'humidité et à la chaleur, sans aucun entretien, l'enduit autour des fenêtres a perdu de son élasticité. Les fenêtres sont scellées au cadre. Avec les changements de température, les cadres de fenêtres ont tendance à se dilater ou au contraire à se contracter. Cela provoque une tension sur le verre qui finit par casser et par tomber sur le trottoir en contrebas.
Le fait que plusieurs fenêtres soient cassées modifie la pression à l'intérieur du bâtiment. Il se produit alors un phénomène de succion qui aggrave encore le problème et menace de faire tomber d'autres pans de fenêtres. Des débris transportés par le vent pénètrent par les fenêtres cassées. Une tempête estivale fait rage. Sur le toit de l'immeuble, le paratonnerre en cuivre qui autrefois protégeait les employés est aujourd'hui attaqué par la corrosion. Il n'offre plus aucune protection. Un éclair plonge la ville dans un déluge de feu et de flammes. Les bâtiments éventrés constituent un refuge idéal pour un rescapé inattendu. Les pigeons vivaient autrefois au crochet des humains, mais depuis la disparition de l'homme, il y a 25 ans, ils s'en sortent plutôt bien. Les pigeons sont des battants. Ils sont tout à fait capables de survivre dans la nature. C'est déjà le cas pour certains. Si les humains venaient à disparaître en laissant derrière eux leurs bâtiments, les pigeons s'en sortiraient sans problème. Les immeubles sont comme des falaises artificielles. Ils sont parfaitement adaptés à cet environnement. Comme ça a été le cas pour les pigeons, la disparition des êtres humains a aussi modifié les habitudes des cafards. Pensez à ces pauvres cafards. Ils avaient l'habitude de se nourrir de nos déchets. Si nous disparaissons, ils vont nous pleurer. Aucun doute. Mais le deuil ne sera que de courte durée. Les cafards se nourrissent de nos restes. Mais ils peuvent aussi bien manger les reliures des livres, les cartons ou tout aliment en décomposition, y compris les feuilles mortes et les racines. Ils n'auraient aucun problème à trouver de la nourriture. Mais les cafards ont aussi besoin de chaleur, comme la chaleur artificielle produite par les humains. Les cafards étaient à l'origine des animaux tropicaux. Selon certains experts, ils seraient incapables de survivre à un hiver trop froid. Mais difficile de parier contre une créature qui a vu naître et disparaître les dinosaures. Les cafards ont une très grande capacité d'adaptation. Ils existent depuis 300 millions d'années. Si je devais parier, je miserais mon argent sur eux. Le premier hiver après la disparition des hommes, leurs rangs sont dévastés par une mortalité très élevée. Mais de nombreux cafards réussissent à se réfugier dans les souterrains où il fait plus chaud, en attendant le retour du printemps. Les villes abandonnées sont désormais préservées des insecticides. Les rues sont envahies par la végétation et le niveau des nappes phréatiques a augmenté. Les cafards, qui vivaient autrefois en parasites, connaissent aujourd'hui un véritable âge d'or. Les cafards étaient seulement une nuisance pour l'homme. Les loups, en revanche, constituaient une véritable menace. Les hommes les ont chassés sans pitié. Lorsque les premiers colons européens débarquèrent sur le continent américain, il y avait près d'un demi-million de loups. Au XXe siècle, les loups avaient pratiquement disparu des États-Unis. Sans humains pour les décimer, le nombre de loups serait multiplié par 6 chaque année. 25 ans après notre disparition, il pourrait très bien être de nouveau un demi-million à travers tout le territoire américain. Cet incroyable boom démographique a déjà été observé auparavant, mais à une plus petite échelle. En 1995, des biologistes ont relâché plusieurs douzaines de loups dans le parc national de Yellowstone, afin de les protéger des persécutions humaines. En seulement 10 ans, ces pères fondateurs avaient donné naissance à une colonie de 1500 spécimens.
Les loups se sont ensuite dispersés pour coloniser les États du Wyoming, du Montana et de l'Idaho. Tout va très vite. Avec seulement quelques douzaines d'individus, en 10 ans à peine, on a obtenu une population de 1500 loups. Et leur territoire est très étendu géographiquement. Les loups ont colonisé une zone s'étendant sur 3 États. Et ces États sont vraiment très grands. Quand les conditions sont bonnes, les loups peuvent coloniser un lieu en très peu de temps. Des loups pourraient-ils s'installer à Manhattan ou à Chicago? Dès que les cerfs débarqueront, les loups les suivront de près. Les animaux n'ont pas seulement été chassés par les hommes, ils ont aussi été parqués. Près de 5 millions de kilomètres de route sillonnent les États-Unis. Et ce n'est pas une coïncidence si la plupart de ces routes suivent les chemins autrefois empruntés par les animaux. Les corridors utilisés par les animaux pour leur déplacement sont également très propices à la construction des routes. Nous avons court-circuité les principales voies de migration d'Amérique du Nord. L'asphalte et les automobiles ont causé énormément de tort aux ours bruns. Leur habitat a été tellement morcelé par les routes qu'ils se sont retrouvés confinés dans de petites poches, compliquant leur quête de nourriture, mais aussi le vivier de partenaires potentiels pour l'accouplement. Dans un monde sans humains, les routes ne constituent plus des barrières infranchissables pour les ours bruns. Au contraire, ces routes les mènent désormais en plein cœur de leurs anciens territoires. « 40 ans ont passé depuis la disparition de l'homme. Les villes d'acier et de béton sont toujours debout. Mais dans les banlieues, les habitations sont menacées. Environ 90% des maisons américaines possèdent une charpente en bois. Celles qui n'ont pas été déjà ravagées par les flammes sont aujourd'hui dévorées par les insectes. Sans peinture ni revêtement, les charpentes des maisons se retrouvent à la merci des termites. Les termites se nourrissent de la cellulose contenue dans le bois. Et leur appétit est sans limite. Certaines colonies peuvent engloutir jusqu'à 450 kg de bois par an. Mais les termites ne sont pas les seuls à s'attaquer à nos maisons. Quand le bois est exposé aux éléments, il finit par pourrir. Il s'agit d'un processus relativement complexe. Les microbes attaquent le bois et libèrent du dioxyde de carbone et du méthane dans l'atmosphère. Si les humains disparaissaient, il ne faudrait pas plus de quelques dizaines d'années pour que les bâtiments en bois ne commencent à pourrir. Sous les attaques conjointes des termites et de la pourriture, les poutres qui soutiennent le toit s'effondrent. La frontière entre l'intérieur et l'extérieur, autrefois si précieuse aux yeux des habitants de cette maison, n'existe plus. D'autres matériaux comme le mortier ou la pierre dureront plus que quelques dizaines d'années. Mais tôt ou tard, ils finiront aussi par s'écrouler, à cause de l'érosion mécanique et chimique. Ces murs vont tomber et il ne restera plus rien. La nature aura vite fait de faire disparaître ces ruines. Cette maison en ruine de Druid Hill Park à Baltimore était autrefois habitée par le gardien du zoo municipal. On croirait que ce bâtiment a été abandonné depuis plus de 100 ans. Mais en réalité, cet endroit était habité il y a encore 40 ans. C'est incroyable de voir la vitesse avec laquelle la végétation a repris possession des lieux. Les murs sont recouverts de vignes. Des arbres poussent à l'intérieur de la maison. Ils défoncent les murs et provoquent en même temps un phénomène de décomposition chimique.
Les bâtiments construits entièrement en pierre ou en moellon tiendront plus longtemps que les bâtiments en bois. Combien de temps avant qu'ils ne s'écroulent? Tout dépend du milieu naturel. Les côtes du Maine ne sont pas très tendres avec les maisons. Ici, les maisons ne tombent pas en ruine, elles fondent. Ces maisons situées sur Black Island dans le Maine faisaient autrefois partie d'une carrière de granit. Ces pierres ont également servi à construire des villes comme Boston, New York ou encore Philadelphie. La carrière est à l'abandon depuis les années 20. Les maisons ont disparu en l'espace de 80 à 90 ans. Il ne reste pratiquement plus rien. Lorsque les conditions sont bonnes, des constructions en pierre entretenues régulièrement peuvent tenir plusieurs milliers d'années. En Europe, certains aqueducs romains sont toujours en service. Mais sans entretien, la pierre peut succomber à un ennemi sournois. L'un des plus grands ennemis de la pierre, c'est le sel, ou plus exactement les cristaux de sel. Il y a plusieurs millénaires, on avait déjà constaté les effets néfastes du sel sur les pyramides d'Égypte. Le sel peut s'infiltrer à l'intérieur des bâtiments et des monuments par l'intermédiaire de l'air pollué, de l'eau de mer ou encore des fientes d'oiseaux. Le sel est soluble dans l'eau. En s'évaporant, l'eau s'infiltre dans les matériaux poreux, comme la brique, la pierre et même le béton. Le sel s'accumule petit à petit dans les pores de la pierre. À force, les pierres finissent par se déchausser. Grâce à cette vidéo en accéléré, on peut voir la rapidité avec laquelle la pierre est attaquée par le sel. Il a fallu seulement 3 semaines pour passer de ce morceau de pierre à celui-ci, complètement rongé par le sulfate de sodium. 3 semaines passées dans cette chambre de vieillissement accéléré, cela équivaut à quelques années dans un environnement particulièrement rude ou quelques dizaines d'années sous un climat désertique plus clément. Si on pouvait observer au microscope ce qui se passe à l'intérieur des pyramides, voilà ce qu'on y verrait. On verrait le sel s'attaquer à la pierre. Les pyramides ne sont pas à l'abri de l'usure. Mais elles ont tout de même réussi à se conserver presque 5000 ans en raison de leur très grande taille et du climat désertique chaud et sec. Trop imposantes pour être détruites aussi bien par l'homme que par la nature, les pyramides de Gizeh sont la seule des 7 merveilles du monde encore debout. De nombreux monuments anciens ont traversé les siècles uniquement grâce aux efforts déployés par les humains. Le Sphinx a été mis au jour et restauré pour la première fois en 1400 avant Jésus-Christ. Des experts qui ont étudié le Sphinx pensent que sans intervention humaine, le Sphinx pourrait, en raison des dégâts provoqués par le sel et l'érosion, n'être plus qu'un tas de poussière d'ici 500 à 1000 ans. Les grosses structures en béton, comme le barrage Hoover, devraient durer plus longtemps encore. Le barrage Hoover est tellement épais que 70 ans après sa construction, le cœur de la structure en béton n'est toujours pas sec. Mais sur les 15 plus grands barrages des États-Unis, seuls 10 sont en béton. Les autres sont constitués d'un remblai de pierre ou de terre. C'est le cas du barrage de Trinity dans le nord de la Californie. Du temps des humains, cette brèche aurait déjà été colmatée. Mais cette époque est maintenant révolue. Certains barrages en terre sont absolument gigantesques. Lorsqu'ils céderont, ce qui ne manquera pas d'arriver un jour, il n'y aura plus rien pour empêcher l'eau qui s'écoule dans la vallée en contrebas de tout dévaster sur son passage. « 50 ans après la disparition de l'homme,
le manque d'entretien commence également à se faire sentir sur les constructions humaines les plus perfectionnées. Tous les bâtiments construits par l'homme portent en eux le germe de leur propre destruction. C'est valable aussi pour les ponts et les gratte-ciel. Depuis maintenant 125 ans, le pont de Brooklyn fait la fierté des New-Yorkais. Si ce pont a tenu aussi longtemps, c'est que les ingénieurs en prennent bien soin. Ils l'inspectent régulièrement, le remettent en état, le repeignent, remplacent les pièces défectueuses. Sans ces ingénieurs, le processus de détérioration s'accélérerait de façon spectaculaire. Les câbles porteurs en acier sont les composants les plus fragiles d'un pont suspendu. Nous avons testé ces câbles en laboratoire. Heureusement, pas sur le pont. Ce que vous voyez là, c'est un défaut très courant sur ce genre de câble. Voici un brin de câble. Chaque brin a une charge de rupture d'environ 15 tonnes par centimètre carré. Il s'agit d'un acier très résistant. Mais aussi résistants soient-ils, ces câbles possèdent un énorme défaut. C'est la matière dont ils sont faits. L'acier est un matériau issu de la Terre. Il est composé essentiellement de fer. Il contient entre 95 et 98% de fer. Exposé à l'humidité, le fer retourne à sa forme initiale. Ne dit-on pas « ce qui est né poussière redeviendra poussière » ? Dans le sol, le fer est présent sous la forme d'oxyde de fer. Il reprend sa forme d'origine. Ce phénomène est connu sous le nom de corrosion. C'est ce qu'on observe à chaque fois qu'on expose de l'acier à l'humidité. La corrosion est l'ennemi numéro 1 de l'acier. Il faut éviter que l'eau ne s'infiltre. D'où la nécessité de bien l'entretenir. Si vous ne l'entretenez pas, il y a un risque de corrosion. La construction du pont de Brooklyn, achevée en 1883, a coûté 15 millions de dollars. Ces 20 dernières années, 3 milliards de dollars ont été nécessaires pour son entretien, ainsi que celui des autres ponts de l'East River. Du temps des humains, le pont de Brooklyn était entretenu en permanence et repeint tous les 12 ans environ. De l'autre côté des États-Unis, à San Francisco, le Golden Gate Bridge est surveillé non-stop par une brigade composée de 17 sidérurgistes et 38 peintres. Que font-ils toute la journée? Ils passent leur temps à repeindre le pont. Que se passerait-il s'ils arrêtaient tout? Je vais vous dire ce qui se passerait. Les câbles se mettraient à rouiller, la peinture s'écaillerait, les fils d'acier risqueraient de casser. Il arriverait un moment où le pont finirait par s'écrouler. « 75 ans ont passé depuis la disparition de l'homme. La plupart des 600 millions de voitures qui sillonnaient autrefois les routes du monde ne sont plus que les vestiges d'un passé révolu. Les voitures abandonnées vont réagir différemment selon l'environnement dans lequel elles se trouvent. Les voitures abandonnées dans le désert de Moravie devraient durer très longtemps. Mais dans mon pays natal, l'Écosse, la situation risque d'être bien différente. Les voitures proches de la côte ne dureront pas plus de 20 ou 30 ans à cause de l'air marin. Les pneus se dégonflent en quelques années à peine. En revanche, la gomme et le synthétique qui les composent devraient se conserver plusieurs siècles. La peinture se détériore très rapidement. Dès que la peinture commence à s'écailler, la rouille s'installe. Elle s'attaque au châssis à une vitesse de 0,1 mm par an. 75 ans après la disparition de l'homme, la plupart des voitures, même celles abandonnées sous un climat relativement clément, sont réduites à l'état de squelette. Au bout d'un siècle, les voitures ne sont plus que des tas de ferraille informes. « 100 ans ont passé depuis l'extinction de la race humaine.
Le pont de Brooklyn, qui avait tenu 125 ans grâce aux bons soins des humains, ne leur survit pas plus d'un siècle. Les câbles cèdent les uns après les autres. Le pont et les balustrades commencent à tanguer dangereusement. Le pont se détache et s'effondre dans l'East River. En tant qu'ingénieur, je trouve ça très triste de penser que ce magnifique symbole risque de disparaître. Mais sans entretien, cette issue est malheureusement inéluctable. Comment un pont peut-il s'effondrer? Les fils, attaqués par la corrosion, cèdent les uns après les autres. Pas besoin qu'un brin soit profondément entaillé pour qu'il casse. Une entaille sur 1/3 de la circonférence suffit. Vous vous demandez peut-être comment les fils peuvent casser? Est-ce qu'ils cassent franchement? Ce qui se passe en général, c'est qu'ils commencent par s'effilocher. Un brin casse et il se produit alors une réaction en cascade et tous les brins se mettent à casser les uns après les autres. Un pont suspendu, comme le Golden Gate Bridge, peut résister à la rupture d'un de ses câbles verticaux. Mais quand 2 ou 3 câbles viennent à casser, c'est tout le pont qui est menacé. Des tonnes de ferraille sombrent dans le fleuve en contrebas. Ce pont va s'écrouler. 200 ans? Je doute qu'il tienne 200 ans. Ce pont est voué à disparaître. Si même certaines de nos structures les plus imposantes s'effondrent après seulement 100 ans, peut-on espérer que notre civilisation laisse une empreinte durable? Que restera-t-il de notre histoire et de notre culture 100 ans après notre disparition? Ces salles contiennent nos documents les plus précieux. Leurs ennemis jurés sont la chaleur et l'humidité. Tant que les conditions de stockage ne fluctuent pas, ces documents ont une chance de durer. Stockés dans des conditions idéales, le papier et la pellicule ont une durée de vie comprise entre 200 et 300 ans. Mais exposés aux rigueurs du climat, leur durée de vie est diminuée de moitié. En cas de panne d'électricité, on observerait au bout d'une semaine de gros pics de température et d'humidité. Dans cet environnement hostile, l'acétate de cellulose, le matériau le plus fréquemment utilisé pour la confection des pellicules et papiers photographiques au cours du XXe siècle, commence à faire des bulles et à se voiler. Toutes nos archives du débarquement en Normandie, tous les films hollywoodiens en passant par nos films et nos photos de famille, ne tiendront pas un siècle si nous ne sommes plus là pour en prendre soin. Toutes nos précieuses images risquent de finir comme ça. Ce que vous voyez là, ce sont différents stades de détérioration de pellicules en acétate de cellulose. Elles ont été exposées à une humidité excessive. Ces photos sont irrécupérables. Dans les bibliothèques, les livres, véritables gardiens de notre mémoire collective, sont menacés par des envahisseurs microscopiques. Même si on ne les voit pas, les moisissures sont partout autour de nous. Elles sont en sommeil. Elles attendent le moment propice pour frapper. Comme un fort taux d'humidité, par exemple. Ce sont les conditions idéales pour l'apparition des moisissures. Certains livres ou documents échapperont à ce sort funeste. Les manuscrits de la mer Morte ont survécu 2000 ans à l'abri dans des grottes du désert de Judée.
Ils doivent leur incroyable longévité au climat aride et à l'absence de lumière du soleil. Mais des cas comme celui-ci sont rares. Sans intervention humaine, un livre comme celui-ci tiendra 100 ans tout au plus. Même nos supports digitaux ne dureront pas éternellement. On estime la durée de vie d'un CD ou d'un DVD à plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, lorsque les conditions sont bonnes. Nous connaissons l'existence de l'ancienne Égypte grâce aux inscriptions gravées dans la pierre. Toutes nos connaissances, nos informations, notre histoire et nos progrès sont enregistrés sur des supports informatiques, comme un CD, ou sur des supports papier, comme ceci. Mais ce genre de support se dégrade avec le temps. Ils ne dureront pas plusieurs millénaires comme les gravures que nous ont laissées les Égyptiens. C'est incroyable de se dire que malgré notre technologie avancée, nous n'avons pas encore été capables de trouver des supports aussi durables que les tablettes d'argile et les outils en pierre. « 150 ans après la disparition de l'homme, les métros, qui avaient commencé à se remplir d'eau au cours des premières 36 heures, se sont transformés en véritables ruisseaux souterrains. Les poutres et les arches qui soutiennent les voûtes sont sur le point de s'écrouler. Ces tunnels sont très proches de la surface. Ces colonnes supportent non seulement la voûte du tunnel, mais aussi la rue qui se trouve juste au-dessus. Si ces tunnels étaient inondés, il y aurait un risque que la rouille s'installe et que tout s'effondre. Les tunnels résonnent du bruit de l'acier et du ciment qui craque. Les rues en surface se retrouvent aspirées dans le sol. En surface, la ville fourmille d'activités. La Vigne Vierge s'est lancée à l'assaut des gratte-ciels abandonnés. Elle pompe l'eau de pluie qui s'accumule dans les fissures et sur les rebords des immeubles. Les vrilles de la vigne lui permettent de s'accrocher partout. Ce serait génial si la vigne produisait des fruits comestibles. Il est nécessaire qu'il y ait des plantes à fruits pour que les animaux puissent se nourrir. Une sorte d'écosystème vertical. On y verrait des nids d'oiseaux, des animaux en train de chasser. On pourrait aussi trouver des serpents et toutes sortes d'animaux. Au fur et à mesure que les insectes et de petits animaux s'installent, on voit apparaître des chats. On a déjà observé plusieurs exemples de ce type à travers le monde. Si vous visitez le Colisée, vous verrez qu'il y a des tas de chats là-bas. Dans les cimetières et les anciennes catacombes, ça grouille de chats. On les voit arpenter les environs pendant toute la journée. Ces félins sont les descendants de nos chats domestiques. Immédiatement après la disparition de l'homme, les chats domestiques, ne recevant plus aucune nourriture, ont dû se rabattre sur les mulots et les petits oiseaux. Chasser au sol était une tâche ardue, mais en haut des buildings, chasser est devenu un jeu d'enfant. Ils passent tout leur temps au sommet des gratte-ciels. Ils trouvent tout ce dont ils ont besoin pour survivre sans jamais avoir à descendre sur la terre ferme. Ce sont les rois de cette nouvelle chaîne alimentaire d'altitude. Et en plus, ils bénéficient d'une vue imprenable sur la ville abandonnée. J'imagine très bien les gratte-ciels de New York recouverts de vignes vierges, avec les faucons qui tournoient dans le ciel. Ce serait magnifique, vraiment très beau. Un
tel environnement peut entraîner d'étranges mutations génétiques chez les chats. On pourrait imaginer des chats volants comme il existe déjà des écureuils volants. Ils voleraient d'un gratte-ciel à l'autre. La nature trouve toujours des réponses imaginatives aux changements environnementaux. C'est ainsi. Certains chats ont fait un grand bond en avant dans l'évolution. Mais certains chiens, en revanche, ont repris les habitudes de leurs ancêtres. On voit même des croisements entre des chiens et des loups. Ils se déplacent en meute pour pouvoir s'attaquer à de grosses proies. Les chiens domestiques semblent bien placides quand on les voit dormir par terre dans le salon. Mais je pense qu'ils possèdent toujours en eux l'instinct de survie. Ils sont capables de tout quand il s'agit de capturer une proie pour se nourrir. « 150 ans après la disparition de l'homme, les océans de la planète grouillent de vie. Les créatures marines ont accueilli avec joie la disparition de l'homme. Nous avons tendance à prendre les océans pour un garde-manger, mais aussi pour une poubelle. Avec le temps, notre capacité de nuisance n'a cessé d'augmenter. Depuis que les hommes ne sont plus là pour décimer les populations de poissons et polluer les mers, on observe un repeuplement rapide des océans. Ce phénomène s'était déjà produit auparavant. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les chalutiers alliés évitaient de croiser dans l'Atlantique Nord. En quelques années, les populations de poissons ont grimpé en flèche. La biologie des poissons joue en notre faveur. Les poissons, comme ce poisson-lune, peuvent produire plusieurs millions d'œufs par an. C'est beaucoup plus qu'un animal terrestre de taille équivalente comme la vache. Grâce à leur incroyable capacité de reproduction, les océans devraient se repeupler très rapidement après la disparition des hommes. Des recherches ont montré qu'au XVIIIe siècle, avant que les hommes ne viennent tout détruire, les océans pouvaient nourrir de grandes quantités d'animaux. On trouvait des baleines avec leurs geysers d'eau, des grands bancs de thon. Les mouettes aussi se sont multipliées. Mais leur parcours a été tout sauf facile. Le nombre de mouettes avait considérablement augmenté en raison de l'abondance de nourriture fournie par les humains. Il y avait beaucoup plus de mouettes que la nature ne pouvait le supporter. Les hommes ne sont pas très soigneux. Longtemps, nous avons eu des décharges à ciel ouvert. Là-bas, on jetait tout ce qui n'était plus mangeable. Pour les mouettes, ces décharges étaient un vrai paradis. Ces mouettes n'auraient sans doute pas tenu l'hiver si elles avaient dû se débrouiller toutes seules. Tout à coup, elles avaient de la nourriture à volonté. La disparition de l'homme aurait pour conséquence immédiate de provoquer une famine parmi les populations de mouettes, qui devront trouver d'autres sources de nourriture. Dans un premier temps, de nombreuses mouettes vont mourir. Mais les survivantes vont profiter du regain de vitalité des océans. Les innombrables bancs de poissons auront vite fait d'effacer de leur mémoire les festins de déchets humains dont elles se nourrissaient jusqu'alors. « 200 ans ont passé depuis la disparition de l'homme. De New York à Chicago, en passant par Seattle ou encore Paris, les monuments d'acier et de fer sont sur le point de s'effondrer. La tour Eiffel a tenu plus longtemps que les ponts suspendus, mais elle n'est pas pour autant invincible. Du temps des humains, sa structure en fer était repeinte tous les 7 ans afin de la protéger de la corrosion. Que ce soit pour l'âge ou pour la structure,
La tour Eiffel possède beaucoup de points communs avec le viaduc de Kinzua en Pennsylvanie. À l'origine, ce pont était en fer forgé, mais au début du siècle dernier, il a été reconstruit en acier. Sans entretien, il y a un risque de corrosion. Et qu'est-ce qui se passe une fois que la corrosion s'est installée? Les points de soudure se bloquent. Ils ne peuvent plus bouger. Ces pièces proviennent du viaduc. Vous pouvez voir qu'elles sont couvertes de rouille. On n'a plus affaire à de l'acier pur. Une structure dont les points de soudure sont bloqués ne peut pas absorber les effets d'un vent violent. Un jour de tempête, le pont s'est littéralement effondré. Il est tombé un tronçon après l'autre. Le pont qui enjambait la vallée depuis près de 100 ans s'est écrasé en contrebas. Tout ça à cause du manque d'entretien. De nombreux monuments ont été construits à cette époque. C'est le cas de la tour Eiffel. Voilà un autre monument symbolique, mais ça ne les protège pas du fait qu'ils se trouvent dans un environnement corrosif. Si vous ne faites rien pour l'entretenir, l'édifice risque de lâcher et de s'écrouler. Entre 100 et 300 ans après la disparition de l'homme, la plupart des monuments du monde entier risquent de s'écrouler. À Seattle, la Space Needle a été conçue pour résister à des vents de 360 km/h. Mais la structure en acier est aujourd'hui fragilisée par la corrosion. Pas besoin d'un vent violent pour faire tomber le symbole de l'exposition mondiale de 1962. Au moment de la disparition des humains, le niveau des mers était déjà en hausse. À Manhattan, les sols sont saturés d'humidité autour des fondations de l'Empire State Building. Le bâtiment penche dangereusement. Lorsqu'un bâtiment commence à s'écarter de la verticale, la force de gravité joue contre la structure. Cela augmente la tension à la base du bâtiment. Je ne pense pas qu'on verra un jour un gratte-ciel s'écrouler comme un vulgaire arbre. Mais quand un building commence à pencher, le bâtiment finit tôt ou tard par s'écrouler sur lui-même sous l'effet de la force gravitationnelle. La ville de Chicago, où ont été construits les premiers gratte-ciel, est elle aussi sur le point de s'écrouler. La Sears Tower, la plus haute tour des États-Unis, est en fin de règne. Les 500 premières années qui ont suivi la disparition de l'homme ont été une période de déclin et de destruction. Les bâtiments en béton ont été les plus résistants. Les Romains avaient inventé l'ancêtre du béton. Certains de leurs monuments ont tenu plus de 2000 ans. Mais le béton moderne n'est pas aussi solide. Il contient plus d'eau et est aussi moins compact. Il y a beaucoup plus de poches d'air et de fissures. Les bâtiments modernes en béton possèdent aussi un autre défaut. À l'intérieur des structures en béton armé, on trouve des tiges en acier. Ces tiges ne se corrodent pas parce que le béton constitue un environnement alcalin. Mais avec le temps, cet environnement perd de son alcalinité et les tiges en acier finissent par se corroder. En rouillant, les tiges en acier triplent de volume.
Sous la pression, le béton finit par s'effriter. Après 50 ans, on commence à voir apparaître les fissures de surface dans le béton. Au bout de 100 ans, le béton commence à s'effriter. Après peut-être 500 ans, la plupart des structures en béton armé seront par terre. Quand on voit ces images de notre civilisation déchue, on comprend mieux ce qui a pu se passer pour les Grecs, les Romains ou pour la cité antique d'Our. On sait tous que notre corps va retourner à la poussière. Pourquoi pas nos villes aussi? Il y a 1000 ans, cette planète abritait 6,5 milliards d'êtres humains. Au début du XXIe siècle, plus de la moitié de la population mondiale vivait dans des villes. Ces villes sont aujourd'hui méconnaissables. D'ici peut-être un millénaire, le paysage derrière moi aura énormément changé. On devinera à peine les bâtiments. Et il n'y aura plus aucune trace de la présence humaine. À la place, on verra une jungle. Pour mieux appréhender l'avenir de nos villes dans un monde sans hommes, il est nécessaire de se replonger dans le passé. Voici Minetta Street, dans Greenwich Village. Les New-Yorkais se demandent parfois pourquoi la rue fait un tel virage. C'est parce qu'autrefois ici, il y avait un ruisseau appelé Minetta Brook. On comptait pas moins de 40 ruisseaux sur l'île de Manhattan. Tous ces ruisseaux transportaient l'eau de la pluie jusqu'à la mer. Que se passe-t-il aujourd'hui? Quand il pleut ou que la neige fond, l'eau s'écoule le long de la rue et s'engouffre dans la bouche d'égout. Si les hommes disparaissaient, il n'y aurait plus personne pour entretenir les trottoirs et les rues qui finiraient par se dégrader. Ce serait le retour des arbres, de la végétation et de l'ancien cycle hydrologique. Et qui sait, peut-être qu'un jour Minetta Street redeviendra Minetta Brook. À l'aide d'anciennes cartes et d'un logiciel de modélisme, des scientifiques du Manhattan Project sont parvenus à retrouver à quoi ressemblait l'île de Manhattan lorsque l'explorateur Henry Hudson a débarqué en 1609. Nous sommes à Foley Square, centre administratif de la ville de New York et siège du tribunal rendu célèbre par une émission de télévision. Il n'y a pas toujours eu des bâtiments imposants et des rues goudronnées ici. Il y a 400 ans, il y avait un immense étang marécageux baptisé Collect Pond. C'était la réserve d'eau potable de la ville de New York. Derrière moi, un ruisseau allait se jeter dans le fleuve Hudson. Il y avait un autre ruisseau qui allait jusqu'à l'East River. Il y avait de petits étangs nichés au cœur des collines. Que se passerait-il si tous les humains disparaissaient? Les bâtiments tomberaient en ruine. La terre finirait par s'accumuler et on verrait pousser des arbres. À la place des bâtiments, il y aurait des collines. La nature reprendrait peu à peu ses droits, et cet endroit retrouverait alors son ancien visage. La ville de New York, comme bien d'autres endroits sur la planète, a énormément changé. La transformation est encore plus flagrante à Times Square. Times Square était autrefois le cœur de la ville de New York. L'endroit est devenu un oasis de silence.
10 000 ans au passé depuis la disparition de l'homme. Serait-il possible qu'après seulement 10 millénaires, il ne reste plus aucune trace de l'humanité? Des scientifiques avaient déclaré un jour que notre histoire et notre culture survivraient grâce aux émissions de radio et de télévision qui sont diffusées dans l'espace. On espérait qu'un jour, une intelligence extraterrestre vivant sur une planète lointaine capterait notre message. Certains s'imaginent que les ondes radio se propagent dans tout l'univers et sont là pour informer les extraterrestres. Coucou, on est là, et voici notre culture. Malheureusement, des études récentes menées entre autres par le SETI, un programme de recherche d'intelligence extraterrestre, ont montré que les ondes radio se dissipaient au bout de seulement 1 à 2 années-lumière. Si cette information est avérée, cela signifie que nos signaux n'atteignent même pas l'étoile la plus proche après le Soleil. Que restera-t-il de notre civilisation 10 000 ans après notre disparition comme témoignage de notre brillante civilisation? Le fer se corrode, le béton s'effrite, le bois et le papier se décomposent. Mais certaines constructions humaines devraient résister au temps. Nous avons construit d'imposantes constructions en pierre comme la Grande Muraille de Chine. De même que les montagnes, ces constructions sont soumises à l'érosion. Mais il s'agit d'un phénomène très lent. Ces constructions devraient être reconnaissables pendant encore plusieurs millénaires. Les pyramides de Gizeh sont tellement énormes qu'elles tiendront suffisamment longtemps avant d'être englouties par le sable. Le barrage Hoover, construit pour être aussi solide que les parois du canyon qui l'entoure, est l'une des dernières constructions humaines encore debout. Mais 10 000 ans après notre disparition, la planète est secouée par un terrible tremblement de terre. La nature finit toujours par avoir le dessus. Tremblement de terre, tempête de sable, pluie. Mais il y a quelques exceptions. Le mont Rushmore, sculpté dans des blocs de granit et situé dans un environnement écologique stable, pourrait bien résister au temps. Son seul ennemi, ce sont les trombes de pluie qui s'abattent sur lui. Je pense que le mont Rushmore pourrait résister 100 000, voire 200 000 ans. Peut-être qu'un jour, nos remplaçants sur Terre pourront admirer ce chef-d'œuvre. Qui pourrait bien être nos remplaçants? Peut-être des chimpanzés ayant fait un bond en avant dans l'évolution? Certains scientifiques pensent que c'est facile pour la nature de faire évoluer des animaux. Tout à coup, ils se mettent à utiliser des outils et à être maîtres de leur environnement. Mais ce n'est pas donné à tout le monde de regarder le ciel et d'imaginer le cosmos au-delà, et de se poser des questions sur soi-même et sur notre rôle sur Terre. Nous sommes peut-être le résultat d'un heureux accident. Il y a peu de chances que cela se reproduise. La Terre va sans doute continuer à évoluer. Mais il n'y aura sans doute personne pour le voir et pour en parler. Si les 4,5 milliards d'années d'existence de la Terre étaient condensées en 24 heures, les 10 000 ans qui viennent de s'écouler ne représenteraient qu'une fraction de seconde. Et la présence de l'homme sur Terre ne dépasserait pas une demi-minute. La Terre est comme une ville laissée à l'abandon. Elle va continuer à évoluer sans nous. Il y avait une vie sur Terre avant l'homme. Il y aura une vie après l'homme.